Chapitre 5. Lafcadio ramenait de Naples la dépouille de Fleurissoir. Un fourgon mortuaire la contenait, qu'on avait accroché en queue de train, mais dans lequel Lafcadio n'avait pas cru indispensable de monter lui-même. Toutefois, par décence, il s'était installé dans le compartiment non pas absolument le plus proche, car le dernier wagon était un wagon de seconde, du moins aussi près du corps que les premières le permettaient. Parti le matin de Rome, il devait y rentrer le soir du même jour. Il s'avouait mal volontiers le sentiment nouveau qui bientôt envahit son âme, car il ne tenait rien en si grand honte que l'ennui, ce mal secret dont les beaux appétits insouciants de sa jeunesse, puis la dure nécessité, l'avaient préservé jusqu'à... Et quittant son compartiment, le cœur vide d'espoir et de joie, d'un bout à l'autre du wagon-couloir, il rôdait, harcelé par une curiosité indécise, et cherchant douteusement, il ne savait quoi de neuf et d'absurde à tenter. Tout paraissait insuffisant à son désir. Il ne songeait plus à s'embarquer, reconnaissait à contre-cœur que Bornéo ne l'attirait guère, non plus le reste de l'Italie. Même il se désintéressait des suites de son aventure. Elle lui paraissait aujourd'hui compromettante et saugrenue. Il en voulait à Fleurissoir de ne s'être pas mieux défendu. Il protestait contre cette piteuse figure ou eût voulu l'effacer de son esprit. Par contre, il eût revu volontiers le gaillard qui s'était emparé de sa valise, un fameux farceur celui-là, et, comme s'il l'eût dû retrouver, à la station de Capoue, il se pencha à la portière, fouillant des yeux le quai désert. Mais le reconnaîtrait-il seulement? Il ne l'avait vu que de dos, distant déjà, et s'éloignant dans la pénombre. L'imagination, à travers la nuit, regagnant le lit du Volturne, retrouvant le cadavre hideux, le détroussant, et, par une sorte de défi, découpant dans la coiffe du chapeau, de son chapeau à lui, Lafcadio, ce morceau de cuir, de la forme et de la dimension d'une feuille de laurier, comme disait élégamment le journal. Cette petite pièce à conviction, où l'adresse de son fournisseur, Lafcadio, après tout, étant fort reconnaissant à son dévaliseur de l'avoir soustraite à la police. Sans doute, ce détrousseur de mort avait tout intérêt lui-même à n'attirer point sur soi l'attention, et s'il prétendait malgré tout se servir de sa découpure, ma foi, ça pourrait être assez plaisant d'entrer en composition avec lui. La nuit à présent était close. Un garçon de wagon-restaurant, circulant d'un bout à l'autre du train, vint avertir les voyageurs de première et de seconde classe que le dîner les attendait. Sans appétit, mais du moins sauvé de son désœuvrement pour une heure, Lafcadio s'achemina à la suite de quelques hommes assez loin derrière eux. Le restaurant était en tête de train. Les wagons, au travers desquels Lafcadio passait, étaient vides. De ci, de là, divers objets, sur les banquettes, indiquaient et réservaient les places des dîneurs. Châles, oreillers, livres, journaux. Une serviette d'avocat accrocha son regard. Sûr d'être le dernier, il s'arrêta devant le compartiment, puis entra. Cette serviette, au demeurant, ne l'attirait guère. Ce fut proprement par acquis de conscience qu'il fouilla. Sur un soufflet intérieur, en discrètes lettres d'or, la serviette portait cette inscription. De Fouqueblise, faculté de droit de Bordeaux. Elle contenait 2 brochures sur le droit criminel et 6 numéros de la Gazette des tribunaux. Encore quelques bétails pour le congrès. Pouah, pensa Lafcadio qui remit le tout à sa place, puis se hâta de rejoindre la petite file des voyageurs qui se rendaient au restaurant. Une frêle fillette et sa mère fermaient la marche, toutes deux en grand deuil. Immédiatement un monsieur en redingote, coiffé d'un chapeau haute forme, à cheveux longs et plats et à favoris grisonnants. Apparemment, monsieur de Fouqueblise, le possesseur de la serviette. On avançait lentement, en titubant au chaos du train. Au dernier coude du couloir, à l'instant que le professeur allait s'élancer dans cette sorte d'accordéon qui relie un wagon à l'autre, une secousse plus forte le chavira. Pour recouvrer son équilibre, il fit un brusque mouvement qui précipita son pince-nez, toute attache rompue, dans le coin de l'étroit vestibule que forme le couloir devant la porte des commodités. Tandis qu'il se courbait à la recherche de sa vue, la dame et la fillette passèrent. Lafcadio, quelques instants, se divertit à contempler les efforts du savant, piteusement désemparé. Il lançait au hasard d'inquiètes mains à fleur de sol. Il nageait dans l'abstrait. On eût dit la danse informe d'un plantigrade, ou que, de retour en enfance, il joua à « Savez-vous planter des choux ?» Allons, Lafcadio, cède à ton cœur, qui n'est pas corrompu. Viens en aide à l'infirme. Tends-lui ce verre indispensable. Il ne l'atteindra pas tout seul. Il y tourne le dos. Un peu plus, il va l'écraser.
À ce moment, un nouveau chaos projeta le malheureux, tête baissée contre la porte du closet. Le haut de forme amortit le choc en se défonçant à demi et s'enfonçant sur les oreilles. Monsieur de Fouqueblise fit un gémissement, se redressa, se découvrit. Lafcadio, cependant, estimant que la farce avait assez duré, ramassa le pince-nez, le déposa dans le chapeau du quêteur, puis s'enfuit, éludant les remerciements. Le repas était commencé. À côté de la porte vitrée, à droite du passage, Lafcadio s'assit à une table de 2 couverts. La place en face de lui restait vide. À gauche du passage, à même hauteur que lui, la veuve occupait, avec sa fille, une table de 4 couverts, dont 2 restaient inoccupés. Quel ennui règne dans ces lieux, se disait Lafcadio. Indifférent glissait au-dessus des convives, sans trouver figure où se poser. Tout ce bétail s'acquitte comme d'une corvée monotone de ce divertissement qu'est la vie, à la bien prendre. Qu'ils sont donc mal vêtus, mais nus, qu'ils seraient laids. Je meurs avant le dessert si je ne commande pas du champagne. Entra le professeur. Apparemment, il venait de se laver les mains qu'avait souillé du bout sa recherche. Il examinait ses ongles. En face de Lafcadio, un garçon de restaurant le fit asseoir. Le sommelier passait de table en table. Lafcadio, sans mot dire, indiqua sur la carte un Montebello grand crémant de 20 francs, tandis que M. de Fouqueblise demandait une bouteille d'eau de Saint-Galmier. À présent, tenant entre 2 doigts son pince-nez, il haletait dessus doucement, puis, du coin de sa serviette, il en clarifiait les verres. Lafcadio l'observait, s'étonnait de ses yeux de taupe clignotant sous d'épaisses paupières rougies. Heureusement, il ne sait pas que c'est moi qui viens de lui rendre la... à me remercier. À l'instant, je lui fausserai compagnie. Le sommelier revint avec la Saint-Galmier et le champagne, qu'il déboucha d'abord et posa entre les 2 convives. Cette bouteille ne fut pas plutôt sur la table, de Fouqueblise s'en saisit, sans distinguer quelle elle était, s'en versa un plein verre qu'il avala d'un trait. Le sommelier déjà faisait un geste, que Lafcadio retint en riant. « Oh, qu'est-ce que je bois là ?» s'écria de Fouqueblise avec une grimace affreuse. « Le Montebello de monsieur votre voisin, » dit le sommelier dignement. « La voilà, votre eau de Saint-Galmier. Tenez. » Il posa la seconde bouteille. « Mais je suis désolé, monsieur, j'y vois si mal, absolument confus. Croyez bien, quel plaisir vous me feriez, monsieur, » interrompit Lafcadio, en ne vous excusant pas, et même en acceptant un second verre, si ce premier-là vous a plu. Hélas, monsieur, je vous avouerai que j'ai trouvé cela détestable, et je ne comprends pas comment, dans ma distraction, j'ai pu en avaler. J'avais si soif. Dites-moi, monsieur, je vous prie, c'est extrêmement fort, ce vin-là, parce que, je m'en vais vous dire, je ne bois jamais que de l'eau. La moindre goutte d'alcool me porte infailliblement à la tête. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir? Si je retournais tout de suite à mon compartiment, je ferais sans doute bien de m'étendre. » Il fit geste de se lever. « Restez donc, cher monsieur, » dit Lafcadio qui commençait à s'amuser. « Vous feriez bien de manger, au contraire, sans vous inquiéter de ce vin. Je vous ramènerai tout à l'heure si vous avez besoin qu'on vous soutienne, mais n'ayez crainte, ce que vous en avez bu ne griserait pas un enfant. J'en accepte l'augure, mais vraiment, je ne sais comment vous offrirai-je un peu d'eau de Saint-Galmier? Je vous remercie beaucoup, mais permettez-moi de préférer mon champagne. Ah, vraiment, c'était du champagne, et vous allez boire tout cela? Pour vous rassurer, vous êtes trop aimable, mais à votre place, si vous mangiez un peu, interrompit Lafcadio, mangeant lui-même, et son attention à présent se portait sur la veuve, certainement une Italienne, veuve d'officier, sans doute. Quelle décence dans son geste, quelle tendresse dans son regard, comme son front est pur, que ses mains sont intelligentes, quelle élégance dans sa mise, pourtant si simple. Lafcadio, quand tu n'entendras plus en ton cœur les harmoniques d'un tel accord, puisse ton cœur avoir cessé de battre. Sa fille lui ressemble, et de quelle noblesse déjà, un peu sérieuse et même presque triste, se tempère l'excès de grâce de l'enfant. Vers elle, avec quelle sollicitude la mère se penche. Ah, devant de tels êtres, le démon céderait. Pour de tels êtres, Lafcadio, ton cœur se dévouerait sans doute. À ce moment, le garçon passa changer les assiettes. Lafcadio laissa partir la sienne à demi pleine, car ce qu'il voyait à présent l'emplissait soudain de stupeur. La veuve, la délicate veuve, se courbait en dehors, vers le passage, et, relevant lestement sa jupe, du mouvement, elle découvrait un bas écarlate et le mollet le mieux formé.
Si inopinément cette note ardente éclatait dans cette grave symphonie, rêvait-il? Cependant le garçon apportait un nouveau plat. Lafcadio s'allait servir. Ses yeux se reportèrent sur son assiette, et ce qu'il vit alors l'acheva. Là, devant lui, à découvert, au milieu de l'assiette tombée l'on ne sait d'où, hideux et reconnaissable entre mille, n'en doute pas, Lafcadio, c'est le bouton de Carola. Celui des 2 boutons qui manquaient à la seconde manchette de Fleurissoir. Voici qui tourne au cauchemar. Mais le garçon se penche avec le plat. D'un coup de main, Lafcadio nettoie l'assiette, faisant glisser le vilain bijou sur la nappe. Il replace l'assiette par-dessus, se sert abondamment, emplit son verre de champagne, qu'il vide aussitôt, puis remplit. Car maintenant, si l'homme à jeun a déjà des visions ivres, non, ce n'était pas une hallucination. Il entend le bouton crisser sous l'assiette. L'assiette s'empare du bouton, le glisse à côté de sa montre dans le gousset de son gilet. Hâte encore, s'assure, le bouton est là, bien en sûreté. Mais qui dira comment il est venu dans l'assiette? Qui l'y a mis? Lafcadio regarda de Fouqueblise. Le savant mange innocemment, le nez bas. Lafcadio veut penser à autre chose. Il regarde de nouveau la veuve. Mais dans son geste et dans sa mise, tout est redevenu décent, banal. Il la trouve à présent moins jolie. Il tâche d'imaginer à neuf le geste provoquant, le bas rouge. Il ne peut pas. Il tâche de revoir sur son assiette le bouton. Et s'il ne le sentait pas, là, dans sa poche, certes, il douterait. Mais, au fait, pourquoi l'a-t-il pris, ce bouton, qui n'était pas à lui? Par ce geste instinctif, absurde, quel aveu, quelle reconnaissance, comme il se désigne à lui, quel qu'il soit, et de la police peut-être, qu'il observe sans doute, le guette. Dans ce piège grossier, un saut. Il se semble émir. Il se retourne brusquement. Derrière la porte vitrée du passage, personne. Mais quelqu'un, tout à l'heure, peut-être l'aura vu. Il se force à manger encore, mais de dépit ses dents se serrent. Le malheureux. Ce n'est pas son crime affreux qu'il regrette, c'est ce geste malencontreux. Qu'a donc à présent le professeur à lui sourire? De Fouqueblise avait achevé de manger. Il s'essuya les lèvres, puis, les 2 coudes sur la table et chiffonnant nerveusement sa serviette, commença de regarder Lafcadio. Un bizarre rictus agitait ses lèvres. À la fin, comme n'y tenant plus, « Oserais-je, monsieur, vous en demander un petit peu ?» Il avança son verre craintivement vers la bouteille presque vide. Lafcadio, distrait de son inquiétude et tout heureux de la diversion, lui versa les dernières gouttes. « Je serais embarrassé de vous en donner beaucoup, mais voulez-vous que je redemande ?»« Alors je crois qu'une demi-bouteille suffirait. » De Fouqueblise, déjà sensiblement avait perdu le sentiment des convenances. Lafcadio, que n'effrayait pas le vin sec et que la naïveté de l'autre amusait, fit déboucher un second Montebello. « Oh, non, non, ne m'en versez pas trop !» disait de Fouqueblise, en levant son vacillant verre que Lafcadio achevait de remplir. « C'est curieux que cela m'ait paru si mauvais d'abord. On se fait ainsi des monstres de bien des choses, tant qu'on ne les connaît pas. Simplement, je croyais boire de l'eau de Saint-Galmier. Alors, je trouvais que, pour de l'eau de Saint-Galmier, elle avait un drôle de goût, vous comprenez? C'est comme si l'on vous versait de l'eau de Saint-Galmier quand vous croyez boire du champagne. Vous diriez, n'est-ce pas, pour le champagne, je trouve qu'il a un drôle de goût. » Il riait à ses propres paroles, puis se penchait par-dessus la table vers Lafcadio qui riait aussi, et à demi-voix, « Je ne sais pas ce que j'ai à rire comme ça, c'est certainement la faute de votre vin. Je le soupçonne tout de même d'être un peu plus chaud que vous ne dites. Mais vous me ramenez dans mon wagon, c'est convenu, n'est-ce pas? Nous y serons... Et si je suis indécent, vous saurez pourquoi. » En voyage, hasarda Lafcadio, cela ne tire pas à conséquence. « Ah, monsieur, reprit l'autre aussitôt, tout ce qu'on ferait dans cette vie, si seulement on pouvait être bien certain que cela ne tire pas à conséquence, comme vous dites, justement. Si seulement on était assuré que cela n'engage à rien. Tenez, rien que ça, que je vous dis, là, maintenant, et qui n'est pourtant qu'une pensée bien naturelle. Croyez-vous que je l'oserais exprimer sans plus de détour, si seulement nous étions à Bordeaux? Je dis Bordeaux parce que c'est Bordeaux que j'habite. J'y suis connu, respecté. Bien que pas marié, j'y mène une petite vie tranquille. J'y exerce une profession considérée. Professeur à la faculté de droit. Oui, criminologie comparée. Une chaire nouvelle. Vous comprenez que, là, je n'ai pas la permission, ce qui s'appelle la permission de m'enivrer, fût-ce un jour, par hasard. Ma vie doit être respectable. Songez donc...
rencontrerait sous dans la rue, respectable, et sans que ça ait l'air contraint. C'est là le hic, il ne faut pas donner à penser. Monsieur de Fouqueblise, c'est mon nom, fait rudement bien de se retenir. Il faut non seulement ne rien faire d'insolite, mais encore persuader autrui qu'on ne ferait rien d'insolite, même avec toute licence, qu'on n'a rien d'insolite en soi, qui demanderait à sortir. Reste-t-il encore un peu de vin? Oh, quelques gouttes seulement, mon cher complice, quelques gouttes. Une pareille occasion ne se retrouve pas 2 fois dans la vie. Demain, à Rome, à ce congrès qui nous rassemble, je retrouverai quantité de collègues, graves, apprivoisés, retenus, aussi compassés que je le redeviendrai moi-même dès que j'aurai recouvré ma livrée. Des gens de la société, comme vous ou moi, se doivent de vivre contrefait. Le repas cependant s'achevait. Un garçon passait, récoltant, avec le dû, les pourboires. La salle se vidait, la voix de Fouqueblise devenait plus sonore. Par instants, ses éclats inquiétaient un peu Lafcadio. Il continuait. Et quand il n'y aurait pas la société pour le contraindre, ce groupe y suffirait de parents et d'amis auxquels nous ne savons pas consentir à déplaire. Ils opposent à notre sincérité incivile une image de nous de laquelle nous ne sommes qu'à demi responsables, qui ne nous ressemble que fort peu, mais qu'il est indécent, je vous dis, de déborder. En ce moment, c'est un fait, j'échappe à ma figure, je m'évade de moi. Ô vertigineuse aventure, ô périlleuse volupté! Mais je vous romps la tête, vous m'intéressez étrangement. Je parle, que voulez-vous? Même ivre, on reste professeur, et le sujet me tient à cœur. Mais si vous aviez fini de manger, peut-être voulez-vous bien m'offrir votre bras pour m'aider à regagner mon compartiment, tandis que je me soutiens encore? Je crains, si je m'attarde un peu davantage, je suis en état de me lever. De Fouqueblise, à ces mots, prit une sorte d'élan comme pour abandonner sa chaise, mais retombant tout aussitôt et s'affalant à demi sur la table desservie, le haut du corps jeté vers Lafcadio, il reprit d'une voix adoucie et quasi confidentielle: « Voici ma thèse. Savez-vous ce qu'il faut pour faire de l'honnête homme un gredin? Il suffit d'un dépaysement, d'un oubli. Oui, monsieur, un trou dans la mémoire, et la sincérité se fait jour. La cessation d'une continuité, une simple interruption de courant. Naturellement, je ne dis pas cela dans mes cours, mais entre nous, quel avantage pour le bâtard! Songez donc, celui dont l'être même est le produit d'une incartade, d'un crochet dans la droite ligne. » La voix du professeur de nouveau s'était haussée. Il fixait à présent sur Lafcadio des yeux bizarres, dont le regard, tantôt vague et tantôt perçant, commençait à l'inquiéter. Lafcadio se demandait à présent si la myopie de cet homme n'était... Et presque, il reconnaissait ce regard. À la fin, plus gêné qu'il n'eût voulu en convenir, il se leva, et brusquement, « Allons, prenez mon bras, monsieur de Fouqueblise, dit-il. Levez-vous, assez bavardé. » De Fouqueblise, fort incommodément, quitta sa chaise. Tous deux s'acheminèrent, en titubant le long du couloir, vers le compartiment où la serviette du professeur était restée. De Fouqueblise entra le premier. Lafcadio l'installa, prit congé. Il n'avait pas plutôt tourné le dos pour repartir que sur son épaule s'abattit une poigne puissante. Il fit volte-face aussitôt. De Fouqueblise d'un bond s'était dressé. Mais était-ce encore de Fouqueblise qui, d'une voix à la fois moqueuse, autoritaire et jubilante, s'écriait « Faudrait voir à ne pas abandonner si vite un ami, monsieur Lafcadio, l'on ne sait plus qui. Alors quoi? C'est donc vrai? On avait voulu s'évader ?» Du funambulesque professeur éméché de tout à l'heure, plus rien dans le grand gaillard vert et dru en qui Lafcadio n'hésitait plus à reconnaître Protos. Un Protos grandi, élargi, magnifié et qui s'annonçait redoutable. « Ah, c'est vous, Protos, dit-il simplement. J'aime mieux cela. Je n'en finissais pas de vous reconnaître. » Car, pour terrible qu'elle fût, Lafcadio préférait une réalité au saugrenu cauchemar dans lequel il se débattait depuis 1 heure. « J'étais pas mal grimé, hein? Pour vous, je m'étais mis en frais. Mais tout de même, c'est vous qui devriez porter des lunettes, mon garçon. Ça vous jouera de mauvais tours si vous ne reconnaissez pas mieux que ça les subtils. » Que de souvenirs mal endormis ce mot de « subtil » faisait l'effet dans l'esprit de Cadio. Un subtil, dans l'argot dont Protos et lui se servaient du temps qu'ils étaient en pension ensemble, un subtil, c'était un homme qui, pour quelque raison que ce fût,
ne présentaient pas à tous ou en tout lieu même visage. Il y avait, classement, maintes catégories de subtils, plus ou moins élégants et louables, à quoi répondait et s'opposait l'unique grande famille des crustacés, dont les représentants, du haut en bas de l'échelle sociale, se carraient. Nos copains tenaient pour admis ces axiomes. Premièrement, les subtils se reconnaissent entre eux. Deuxièmement, les crustacés ne reconnaissent pas les subtils. Lafcadio se souvenait maintenant de tout cela. Comme il était de ces natures qui se prêtent à tous les jeux, il sourit. Protos reprit. « Tout de même, l'autre jour, heureux que je me sois trouvé là, hein? Ce n'était peut-être pas tout à fait par hasard. J'aime à surveiller les novices. C'est imaginatif, c'est entreprenant, c'est coquet. Mais ça s'imagine un peu trop facilement pouvoir se passer de conseils. Votre travail avait fameusement besoin de retouches, mon garçon. A-t-on idée de se coiffer d'un galurin pareil quand on se met à la besogne? Avec l'adresse du fournisseur sur cette pièce, à conviction, on vous coffrait avant 8 jours. Pour les vieux amis, moi, j'ai du cœur, et je le prouve. Savez-vous que je vous ai beaucoup aimé, Cadio? J'ai toujours pensé qu'on ferait quelque chose de vous. Beau comme vous étiez, on aurait fait marcher pour vous toutes les femmes, et chanter, qu'à cela ne tienne, plus d'un homme par-dessus le marché. Que j'ai été heureux d'avoir enfin de vos nouvelles, et d'apprendre que vous veniez en Italie. Ma parole, il me tardait de savoir ce que vous étiez devenu depuis le temps qu'on fréquentait chez notre ancienne. Vous n'êtes pas mal encore, savez-vous? Ah, elle ne se mouchait pas du pied, Carola. L'irritation de Lafcadio devenait toujours plus manifeste et son effort pour le cacher. Tout cela amusait grandement Protos, qui feignait de n'en rien voir. Il avait tiré de la poche de son gilet une petite rondelle de cuir et l'examinait. « J'ai proprement découpé ça, hein ?» Lafcadio l'aurait étranglé. Il serrait les poings et ses ongles entraient dans sa chair. L'autre continuait, gouailleur. « Mince de service! Et 6 billets de 1000 que... Voulez-vous me dire pourquoi vous n'avez pas empoché ?» Lafcadio sursauta. « Me prenez-vous pour un voleur ?»« Écoutez, mon petit, » reprit tranquillement Protos, « je n'aime pas beaucoup les amateurs. Mieux vaut que je vous le dise tout de suite franchement. Et puis, avec moi, vous savez, il ne s'agit pas de faire le fanfaron, ni l'imbécile. Vous montrez des dispositions, c'est entendu, de brillantes dispositions, mais cessez de persifler, interrompit Lafcadio qui ne retenait plus sa colère. Où prétendez-vous en venir? J'ai fait un pas de clair l'autre jour. Pensez-vous que j'ai besoin qu'on me la prenne? Oui, vous avez une arme contre moi. Je ne vais pas examiner s'il serait bien prudent pour vous-même de vous en servir. Vous désirez que je rachète ce petit bout de cuir? Allons, parlez. Cessez de rire et de me dévisager ainsi. Vous voulez de l'argent? Combien? Le ton était si décidé que Protos avait fait un petit retrait en arrière. Il se ressaisit aussitôt. « Tout beau, dit-il. « Vous ai-je dit de malhonnête? On discute entre amis, posément. Pas de quoi s'emballer. Ma parole, vous avez rajeuni, Cadio. » Mais comme il lui caressait légèrement le bras, Lafcadio se dégagea dans un sursaut. « Asseyons-nous, » reprit Protos. « Nous serons mieux pour causer. » Il se cala dans un coin, à côté de la portière du couloir, et posa ses pieds sur l'autre banquette. Lafcadio pensa qu'il prétendait barrer l'issue. Sans doute Protos était armé. Lui, présentement, ne portait aucune arme. Il réfléchit que dans un corps à corps, il aurait sûrement le dessous. Puis, s'il avait un instant pu souhaiter de fuir, la curiosité déjà l'emportait. Cette curiosité passionnée contre quoi rien, même sa sécurité personnelle, n'avait pu jamais prévaloir. Il s'assit. « De l'argent? Oh, fi donc !» dit Protos. Il sortit un cigare d'un étui, en offrit un à Lafcadio qui refusa. « La fumée vous gêne, peut-être ?»« C'est moi. » Il tira quelques bouffées de son cigare, puis, très calme, « Non, Lafcadio. Mon ami, non, ce n'est pas de l'argent que j'attends de vous, mais de l'obéissance. Vous ne paraissez pas, mon garçon, excusez ma franchise, vous rendre un compte bien exact de votre situation. Il vous faut hardiment vous dresser en face d'elle. Permettez-moi de vous y aider. Ainsi, de ces cadres sociaux qui nous enserrent, un adolescent a voulu s'échapper. Un adolescent sympathique, et même tout à fait comme je l'aime, naïf et gracieusement primesautier, car il n'apportait à cela, je présume, pas grand calcul. Je me souviens, Cadio, combien, dans le temps, vous étiez ferré sur les chiffres, mais que pour vos propres dépenses, jamais vous ne consentiez à compter. Bref,
Le régime des crustacés vous dégoûte. Je laisse quelque autre s'en étonner. Mais ce qui m'étonne, moi, c'est que, intelligent comme vous êtes, vous ayez cru, Cadio, que ça, sortir d'une société et sans tomber du même coup dans une autre, ou qu'une société pouvait se passer de loi. Lawless. Vous vous souvenez? Nous avions lu cela quelque part. Two banks in the air, two fishes swimming in the sea, not more lawless than we. Que c'est beau, la littérature. Lafcadio, mon ami, apprenez la loi des subtils. Vous pourriez peut-être avancer. Pourquoi se presser? Nous avons du temps devant nous. Je ne descends qu'à Rome. Lafcadio, mon ami, il arrive qu'un crime échappe aux gendarmes. Je m'en vais vous expliquer pourquoi nous sommes plus malins qu'eux. C'est que nous jouons notre vie. Où la police échoue, nous réussissons quelquefois. Parbleu, vous l'avez voulu, Lafcadio. La chose est faite et vous ne pouvez plus échapper. Je préférerais que vous m'obéissiez, parce que, voyez-vous, je serais vraiment désolé de devoir livrer un vieil ami comme vous à la police. Mais qu'y faire? Mais vous dépendez d'elle ou de nous. Me livrer, c'est vous livrer vous-même. J'espérais que nous parlions sérieusement. Comprenez donc ceci, Lafcadio. La police coffre les insoumis. Mais en Italie, volontiers elle compose avec les subtils. Compose, oui, je crois que c'est le mot. Je suis un peu de la police, mon garçon. J'ai l'œil, j'aide au bon ordre. Je n'agis pas, je fais agir. Allons, cessez de regimber, Cadio. Ma loi n'a rien d'affreux. Vous vous faites des exagérations sur ces choses. Si naïf, si spontané. Pensez-vous que ce n'est pas déjà par obéissance, et parce que je le voulais ainsi, que vous avez repris sur l'assiette, à dîner, le bouton de mademoiselle Vénitéquois? Ah, geste imprévoyant, geste idyllique. Mon pauvre Lafcadio, vous vous en êtes assez voulu de ce petit geste, hein? L'emmerdant, c'est que je n'ai pas été le seul à le voir. Bah, ne vous garçon, la veuve et l'enfant sont de mèche. Charmant. Et il ne tient qu'à vous de vous en faire les amis. Lafcadio, mon ami, soyez raisonnable. Vous soumettez-vous. Par excessif embarras, peut-être, Lafcadio avait pris le parti de ne rien dire. Il restait, le torse raidi, les lèvres serrées, les yeux fixés droit devant lui. Protos reprit avec un haussement d'épaule. Drôle de corps, et en réalité si souple. Mais déjà, vous auriez acquiescé, peut-être, si j'avais d'abord dit ce que nous attendons de vous. Lafcadio, mon ami, ôtez-moi d'un doute. Vous, que j'avais quitté si pauvre, ne pas ramasser 6 billets de 1000 que le hasard jette à vos pieds, vous trouvez cela naturel? Monsieur de Baralioul, père, vint à mourir, m'a dit mademoiselle Vénitéquois. Le lendemain du jour où le comte Julius, son digne fils, est venu vous faire visite, et le soir de ce jour, vous plaquiez mademoiselle Vénitéquois. Depuis, vos relations avec le ma foi, bien intimes. Voudriez-vous m'expliquer pourquoi? Lafcadio, mon ami, dans le temps, je vous avais connu de nombreux oncles. Votre pédigré, depuis lors, me paraissait être un peu bien embaralioulé. Non, ne vous fâchez pas, je plaisante. Mais que voulez-vous qu'on suppose? À moins pourtant que vous ne deviez directement à monsieur Julius votre présente fortune, ce qui, permettez-moi de vous le dire, séduisant comme vous l'êtes, Lafcadio, me paraîtrait sensiblement plus scandaleux. D'une manière comme d'une autre, et quoi que vous nous laissiez supposer, Lafcadio, mon ami, l'affaire est claire, et votre devoir est tracé. Vous ferez chanter Julius. Ne vous rebiffez pas, voyons. Le chantage est une saine institution, nécessaire au maintien des mœurs. Et quoi, vous me quittez? Lafcadio s'était levé. Ah, laissez-moi passer enfin, cria-t-il, enjambant le corps de Protos en travers du compartiment, étalé de l'une à l'autre. Celui-ci ne fit aucun geste pour le saisir. Lafcadio, étonné de ne se sentir point retenu, ouvrit la porte du couloir et, s'écartant, « Je ne me sauve pas, n'ayez crainte, vous pouvez me garder à vue. Mais tout, plutôt que de vous écouter plus longtemps. Excusez-moi de vous préférer la police. Allez l'avertir. Je l'attends. »